Добрый вечер, дорогие друзья. Bonsoir, chers amis. Nous sommes heureux de vous saluer sur la plateforme virtuelle du Centre russe pour la science et la culture à Bruxelles. On est à Bruxelles. Nous sommes le 1er octobre 2020. Il est 19h. Et nous commençons notre soirée de ce soir. Elle va se dérouler en français. Elle va être consacrée à un sujet absolument incroyable, absolument fantastique, très intéressant et très lié à notre histoire commune, celle de la Russie et de la Belgique, et à la personnalité absolument extraordinaire de Marina Shafrov-Morotaev, une héroïne russe de la résistance belge et de la résistance européenne contre le nazisme. Et j'ai l'honneur, avant de présenter, donner la parole à nos speakers, aux représentants de la famille de Marina Shafrov-Morotaev et bien évidemment le plus important personnage de sa famille maintenant, son fils cadet, Monsieur Vadim Morotaev, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Vadim. Et avant de donner la parole à Monsieur Ramon Puig de la Bella Casa, notre expert, historien, écrivain et chercheur des archives. Il a fait toute une recherche sur la vie de Marina et son parcours de guerre. Avant de passer la parole à ces gens qui vont nous présenter ce sujet ce soir, je vous annonce que nous avons l'honneur d'avoir parmi nous ce soir à M. Dmitri Borodin, le ministre conseiller de l'ambassade de la Fédération de Russie au Royaume de Belgique. Dmitri Andreevich, je vous passe la parole pour saluer tous les participants de cette soirée commémorative d'aujourd'hui. Большое спасибо. Merci, Вера Георгиевна. Chers amis, mesdames et messieurs, dames et herren, c'est un moment très émouvant pour moi. Parce qu'il y a quelques 2 mois, 3 mois, plus précisément, que j'ai eu l'honneur de déposer un gerbe de fleurs la veille de la journée où la parade de la victoire a eu lieu à Moscou, sur le tombeau de Marina Shafrov-Morotaev. Il y a longtemps que j'ai connu ce nom, et aujourd'hui, être parmi vous est très, très important pour moi et très émouvant, comme je viens de le dire. Cette année 2020 est une période très, très compliquée. On comprend de quoi il s'agit, mais c'est aussi une année de la mémoire, parce que il y a précisément 75 ans que la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée et les peuples de la coalition anti-hitlérienne ont pu vaincre le mal absolu qui a été le nazisme. Et c'est notre devoir de se souvenir des actes héroïques de tous les combattants sur tous les fronts, les soldats soviétiques, les boys britanniques, les soldats en Orange, les résistants belges, tous, ils ont fait leur contribution à notre victoire commune, à la possibilité de vivre en liberté et de vivre tout court pour beaucoup de monde qui ont survécu à la guerre et qui doivent se souvenir de leur acte héroïque. Marina Shafrov-Morotaev était russe et était belge. La héroïne russe de la résistance belge, la Jeanne d'Arc,
de la résistance belge de la Belgique tout court, elle a su faire ce que peu de monde ont pu faire. Il y avait des actes pareils en Union soviétique, mais ils n'étaient pas nombreux. C'est pourquoi cette personne exceptionnelle déserve toute notre mémoire et notre respect. Et en présentant les meilleurs vœux de la part de l'ambassade de la Russie et de l'ambassadeur M. Takavin, je vous souhaite une excellente soirée, un échange intéressant, des idées, des souvenirs. Et je répète aussi que nous tous, quoi que soit notre nationalité, nous devons nous souvenir de la guerre et nous devons faire tout pour ne pas laisser répéter ce qui s'est passé dans les années 40 en Europe. Plus jamais ça. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Borodine. Merci pour cette introduction qui nous est précieuse parce qu'il donne le ton à notre discussion. Et on va la poursuivre justement dans cette optique que vous venez d'évoquer. Merci beaucoup. C'est vrai que le sujet de Marina Shafrov-Morotaev, c'est un sujet extrêmement riche, non seulement par sa personnalité et par son geste et par son sacrifice, mais aussi parce que dans cette femme, dans ce destin, je dirais, se sont réunis deux sujets tragiques et magistraux du XXe siècle, pour la Russie au moins. C'est bien évidemment l'exode russe, le grand exode russe, la première vague de l'immigration post-révolutionnaire qui s'est produite dans les années 1919-1920 surtout. Et nous parlons maintenant de cet événement qui s'est passé il y a 100 ans exactement. Et grâce à cet exode russe, la famille de Marina s'est retrouvée en Belgique et donc elle-même est une représentante de cet événement majeur pour la Russie. Et la deuxième chose, le deuxième sujet aussi magistral pour nous ce soir, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la mémoire de tout ce qui s'est passé il y a 75 ans. Sans ces deux événements majeurs, le sacrifice de Marina n'aurait pas eu lieu. Et peut-être ça serait, bien évidemment, ça serait mieux pour elle et pour sa famille, mais par contre, nous avons maintenant un exemple d'un héroïsme absolu, d'un sacrifice pour l'humanité, que l'exemple de cette jeune femme, belle et heureuse dans sa vie, nous a donné juste au début de cette grande guerre. Et je voudrais maintenant passer la parole à nos deux invités, nos principaux speakers pour ce soir, Ramon Puig de la Vella Casa, un ancien collaborateur de la Commission européenne. Ramon, vous n'êtes pas, vous êtes un des personnages qui ont géré les processus migratoires pendant votre travail à la Commission européenne. Donc, ce sujet, vous n'êtes pas étranger. Mais maintenant, je voudrais vous poser la question, comment est-ce que vous avez commencé, comment est-ce que vous avez découvert la vie et l'œuvre et l'exploit de Marina Shafrov-Morotaev? Quand même, votre travail à la Commission européenne était loin des recherches historiques, n'est-ce pas? Bon, j'ai déjà une question. C'est les dernières années. J'ai travaillé pour la technologie pour les personnes handicapées pour un programme. Je suis arrivé à Bruxelles. J'étais fonctionnaire pendant 15 ans, 3 ans de contrat auparavant, 18 ans en Belgique et 15 ans ici.
Et bon, les derniers 300, on a lancé un programme au Fonds social européen pour aider le demandeur d'asile à se préparer au travail en Europe et chercher de ne pas perdre le temps d'attente de l'asile et de leur donner une activité, leur donner un espoir d'être intégré dans le monde laboral, dans le monde du travail en Europe. C'est ça, depuis là, bon, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui parce que le sujet, c'est pas là, mais que je suis inquiet toujours pour la question des réfugiés, des demandeurs d'asile. Je ne m'étends pas aujourd'hui sur ça, j'ai publié, je continue à faire des recherches, des séminaires, mais aujourd'hui, c'est une réfugiée exemplaire, héroïque, belle, très spéciale pour la Belgique, la Russie et pour tous les Européens. Donc, si vous me permettez, que je commence ou ça suffit comme réponse sur ma circonstance personnelle. Et merci à tout le monde d'être ici. Et en spécial, je suis très reconnaissante au Centre culturel et scientifique russe à Bruxelles. Et en particulier à Mme Vera Boulina, vous la voyez ici. Et je dois mettre mon image là ou qu'est-ce que je fais pour continuer? Je dois presser quelque chose. Et on me voit? Vous me voit? Oui? Oui, bien sûr, on vous voit. On vous voit, on vous entend. OK. Et je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Merci aussi à M. Borodine pour l'introduction. Et aussi M. Vitali pour l'aide qu'elle nous donne technique. Là, on ne le voit pas, mais il nous a aidé beaucoup dans cet hommage à Marina Shafrov. J'ai un crunch avec votre question parce que je vous explique un peu comment je suis arrivé à ce sujet. En 2012, à l'occasion du 70e anniversaire de l'exécution barbare par le régime nazi à la prison de Cologne, le sacrifice et l'exécution barbare de Marina Shafrov, j'ai posté sur mon blog un article intitulé « Marina Shafrov, une femme indignée en Europe il y a 70 ans ». Donc, c'était en 2012, le 31 janvier 2012. Aujourd'hui, en particulier, mes pensées, si vous me permettez, s'adressent avant tout aux gens pour lesquels il est probablement un peu plus difficile de se situer dans les circonstances que les Européens ont vécues en Europe il y a 70 ans. L'Europe du XXe siècle a semé sa géographie de cimetières. Donc voici une image, la première image de mon intervention, dit celui, le cimetière de la commune d'Uxelles. Voilà, et à cette époque-là, quand j'habitais à Bruxelles, où se sont écoulés 15 ans de ma vie, certains dimanches, j'achetais les journaux près des cimetières et je marchais le long de ces trottoirs ensoleillés pour m'asseoir loin des bruits de la rue. J'ai donc fini pour voir le tombe des soldats l'intérêt qui ont participé à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. On peut retirer cette image et par après, au moment de continuer ma promenade un jour, on peut retirer cette image. Et on peut arriver à la suivante image. J'ai donc fini par lire les inscriptions sur quelques tomes, notamment dans la zone dédiée aux morts en combat. Voilà. Et il y a une autre image maintenant, l'image suivante, où dans cette image, on voit une tombe qui se trouvait dans ce qu'on appelle au cimetière le cercle des martyrs. Et dans ce cercle des martyrs, il y a 5 Iselois, donc 2 femmes, et en particulier, il y a une femme sur le tombe de laquelle dit Marina Shafrov, mort le 31 janvier 1941, décapitée. Dans les archives du cimetière, je n'ai pas trouvé aucune documentation. Plus tard, j'ai appris que c'était parce que ça, depuis, avait été transféré en Belgique aux années 50
dans un cercueil plombé et après la fin de la guerre. Elle fut enterrée autour de ces années, et on peut retirer l'image, bien sûr. Et donc, je me suis intéressé à voir pourquoi il y avait cette documentation. Après différentes recherches que je vous épargne ici, je suis réussi à rencontrer Yuri Marutaev, Georges, le veuf de Marina Shafrov, le père de Vadim, qui est aussi aujourd'hui avec nous. Il était très âgé à l'époque, ainsi que sa seconde épouse, Mary Larda Marutaev. Ils se sont rencontrés dans un réseau de partisans, Mary Larda et Georges Marutaev. Principalement, c'était des partisans d'origine russe et d'anciens combattants des brigades internationales de la guerre civile espagnole. Ils aidaient les fugitifs russes qui échappaient des camps de concentration allemands et organisaient des sabotages contre l'armée d'occupation. J'ai visité plusieurs fois Georges et Mary chez eux à la périphérie de Bruxelles, au village de Morsan, la commune de Grelboisseau. Mon but était de recueillir le témoignage de Yuri, de Georges Marutaev, sur Marina, sur celle qui était sa femme et la martyre héroïque qui a été décapitée à Colombes, pour les publier et les dédier à Yuri. Malheureusement, Yuri, Georges, est décédé fin juin 96 ans, fin juin 2010, sans que je puisse lui offrir aucune publication. Sa veuve Mary Larda Marutaev a pu connaître la publication, elle-ci, de mon hommage à Marina. L'image suivante, s'il vous plaît. Vous voyez dans la photo Marina Shafrov, presque adolescente, probablement l'année de son arrivée avec 19 ans en Belgique, avec 19 ans, l'année, je crois que c'était, Vadim pourrait me contredire ou me changer d'avis, mais c'était, je crois, en 1927. Le contexte et les répercussions de son sacrifice, comme a bien expliqué Madame Vera Boulina, méritait une plus grande place et dépasse les limites de mon bref récit. Disons qu'elle a eu une influence importante dans l'escalade de combats de partisans contre l'armée allemande en Belgique. Marina était la fille d'un ingénieur naval russe et officier de l'armée du Tsar. Son mari, Georges Marutaev, il était le fils d'un juriste moscovite. On peut maintenant retirer l'image. Tous les deux étaient apatrides. Non, pas la suivante, on attend un petit peu. Bon, sinon, c'est pas grave, on la laisse. Tous les deux étaient apatrides et appartenaient à des familles qui étaient exilées pendant les années qui ont suivi la révolution russe. Georges est venu en Belgique avec sa grand-mère. Marina est arrivée avec ses parents en 1927. Ils ont eu 2 enfants et ont vécu au numéro 265 de la chaussée d'Ixelles. C'est l'image suivante maintenant. Et vous pouvez voir la maison où ils ont vécu, la famille de Marina et Georges, et le Vadim, son frère, et à 265 chaussée d'Ixelles à Bruxelles. Elle était mère au foyer et Georges travaillait dans les garages du parc mobile de la Wehrmacht. On peut retirer l'image. Lors de l'invasion allemande de la Belgique en 1940, et puis l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941, quelques groupes d'exilés russes sont entrés dans la résistance contre l'agresseur de la Belgique et puis de la Russie. Georges dirigeait un groupe de résistants à Morsan, basé à Morsan dans la maison de campagne de la famille de Georges. La mère de Georges, la grand-mère de Vadim, était là. Pendant leur réunion clandestine, Marina reprocha aux cellules de résistance de ne pas pratiquer que les sabotages contre les moyens de l'armée allemande, mais qu'il laissait se promener à son gré aux soldats et aux officiers allemands
c'est amusant à Bruxelles, et personne ne leur dérangeait. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Il a écouté avec les autres résistants dans le groupe de JOS la radio de Belgrade. Et il a déclaré aux autres membres du groupe, parce qu'il écoutait qu'à Belgrade, qu'en Yougoslavie, on s'attaquait aussi aux officiers, aux soldats, pas seulement faisions de sabotage. Et il a dit aux autres membres du groupe que si les hommes n'agissaient pas contre l'armée nazie, si les hommes n'agissaient pas contre les soldats et les officiers de l'armée allemande et du CCS, elle le ferait, une femme le ferait. Bon, apparemment, ils ne lui ont prêté aucune attention parce que Marina a secrètement loué une chambre, non loin, une autre image, s'il vous plaît, l'image 5. Il a loué une chambre non loin de la maison familiale aussi à Ixelles, à rue 15, numéro 3. Vous voyez, il avait une habitation, c'était une maison modeste. On peut passer à la suivante image. L'endroit n'était pas loin, et voici l'image de la commandanture allemande, n'était pas loin de la rue 15. Et à certaine manière, cette habitation servait de poste de repérage. Ce bâtiment était un bâtiment tout à fait nouveau, inauguré de la compagnie d'électricité belge sur la place du Trône, et les Allemands l'avaient confisqué pour mettre son quartier général. On peut continuer avec l'image suivante. Tout près de la commandanture, dans le coin de rue Marnis avec la rue de Sorne, habitaient des officiers allemands. Je sais positivement qu'habitaient des officiers allemands parce qu'un ami de la commission habitait là et a demandé à la propriétaire si pendant la guerre la maison était habitée par l'armée allemande. Et ces confirmations me l'a donné lui directement. Donc, il sortait et entrait de cette maison du portail de rue Marnis. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Marina, c'était là que Marina aurait poignardé un officiel allemand le 7 décembre 1941. Et on passe à l'image suivante. Quelles étaient les conséquences? Bon, ici je vais vous lire parce que les conséquences étaient un côté du bourgmestre de Bruxelles, M. Jules Coelst, qui disait « acte criminel ». Vous voyez sur le coin gauche au-dessus, il y a le sceau de la Oberfeldkommandantur 672. Donc, c'est évident que Jules Coelst, quand il a publié ça, il était sous la pression et sous le dictat des occupants allemands qui ont pris des otages en représailles. Je vous lis le côté qui a été publié par le bourgmestre, probablement très pressé et très chantagé par les Allemands. Malgré le récent appel, un attentat vient d'être perpétré dimanche soir sur la personne d'un fonctionnaire allemand. Ces folies criminelles, tout le monde le sait, ne peuvent avoir aucune influence sur le déroulement de la guerre. Mais alors que le coupable se cache et échappe au châtiment, il fait souffrir un grand nombre d'innocents et rendre la vie encore plus pénible à la généralité de nos habitants. Ces criminels sont nos pires ennemis et ne s'aiment que du mal. J'ajoute à nouveau tous les habitants de s'abstenir de tout acte répréhensible et d'épargner ainsi à la collectivité d'inévitables représailles. Entre les lignes, vous pouvez lire il y a des otages. Il y a des otages qui vont être tués. Ils sont menacés de tuer 60 otages qui ont été pris par les Allemands. Bon, et on peut retirer cette image et continuer avec la présentation. Marina, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Marina, en réaction à ça, décide de se rendre, mais comment? Marina décide de se rendre avant l'aspiration de l'ultimatum. Elle décide de se sacrifier pour 60 otages qu'elle était tuée dans une place d'une semaine. Pour ce faire,
elle réitère et simule les mêmes gestes d'agression au couteau sur le boulevard Adolphe Mars le 15 décembre. Il attaque un employé de la note de presse qu'on va lire après, de l'armée allemande, comme dit la nouvelle notice officielle, l'image numéro 10, qu'on va voir et on va lire, publiée sur la presse de Bruxelles. Et cette cette note qu'on va voir une image est signée par le commandant allemand von Hammerstein. Von Hammerstein, je ne sais pas si nous avons l'image, mais en tout cas, je l'ai ici avec moi. Je peux commencer à vous la lire et vous la verrez sur l'image. Bruxelles, le 17 décembre 1941. Le overcommandant de Bruxelles communique ce qui suit. Le 15 décembre 1941, vous le voyez ici, à la faveur de l'obscurité, un employé de l'armée allemande a été blessé au boulevard Adolphe Mars par un coup de poignard dans le dos. Grâce à la présence d'esprit de l'employé blessé, la femme, ça veut dire que Marina n'avait pas fait vraiment beaucoup de mal. Elle était une femme de 1,46 m. Elle ne pouvait pas vraiment être un homme en attaquant avec les poignards, mais elle avait certaines forces, mais elle s'est laissée prendre. Le commandant dit à la présence d'esprit de l'employé blessé, la femme auteure de l'attentat peut être appréhendée. Il s'agit de la nommée Marina Marutaev, domiciliée à Bruxelles, âgée de 33 ans, mariée et russe, mais résidant depuis 14 ans en Belgique. Immédiatement après son arrestation, l'auteur de l'attentat avoua qu'après différentes tentatives restait sans succès sur les officiers allemands, et il avait, de la même manière, il s'accuse de première attaque, commis un attentat le 7 décembre 1941 avenue Marnis. L'inculpé sera traduit devant un conseil de guerre allemand et puni comme elle le mérite. Maintenant que l'attentat criminel du 7 décembre 1941 a été éclairci, les mesures ordonnées, nous devons lire entre lignes les 60 otages menacés de mort, les mesures ordonnées le 8 décembre 1941 pour l'agglomération bruxelloise seront levées avec effet immédiat. Von Hammerstein, lieutenant général. On peut retirer cette image et expliquer ce qui s'est passé par après. Elle a été mise en garde à vue à la prison de Saint-Mandine, à la prison de Saint-Gilles. Et sommairement rapidement jugée, elle a été condamnée à mort. Alors que le lieutenant et général von Hammerstein, soldat de carrière et commandant de l'armée allemande en Belgique, suspend, ça me l'a raconté le papa de Vadim, Georges Marutaev, suspend l'exécution de la peine, arguant que dans une situation similaire, il aurait compris qu'une femme allemande agissait de la même manière. Bon, ce n'est pas casuel que plus tard, ce général sera limogé parce qu'il est considéré trop laxiste. Mais la Gestapo ne renonce pas, prend le contrôle de Marina et la déporte en Allemagne pour assurer son exécution hors de la Belgique. C'est aussi un moyen d'effacer la mémoire d'une femme martyre. Pendant quelques années, il a effacé au même en Belgique. Ce n'était pas n'importe quelle exécution, mais une décapitation, une cruelle décapitation. Ce crime a été commis le 31 janvier 1942 à Cologne. Marina avait 33 ans. Toute la famille a fait l'objet d'une enquête. Georges Marutaev, son mari, a été arrêté et interrogé. Sa condition d'ouvrier technique dans le parc mobile de l'armée d'occupation serait l'explication pour le fait qu'il a été libéré et il a pu continuer à saboter le convoi et aider les Russes à s'échapper des camps de concentration jusqu'à 1944, lorsque son groupe a été dénoncé et attaqué par les soldats allemands à sa base de Montsaint et Grilloisson.
Et je crois que Vadim peut vous expliquer beaucoup d'éléments parce qu'il était là. Georges s'est échappé de peu, mais avec de graves blessures au bras. La mère de Marina n'a jamais pu assimiler ce qui s'est passé et a blâmé le groupe de partisans russes, et en particulier le mari de Marina, de l'avoir impliqué dans ce combat qui a conduit sa fille à la mort. Mais je vais essayer d'avoir la version de la famille de Shafrov. Je crois que c'était, je n'ai pas mes notes, mais sont en Espagne, une sœur de Marina que j'ai contactée, mais elle a préféré ne pas remuer ses souvenirs douloureux comme elle m'a dit au téléphone. Les deux enfants de Marina et Georges ont vécu avec la douleur de cette peur qui n'arriveront jamais à comprendre. C'est difficile de comprendre qu'une maman s'organise pour être héroïque avec l'attaque aux soldats, mais que les enfants restent là. Et bon, les enfants sont très blessés. Et bon, Vadim pourrait parler de ça parce qu'il est un des enfants. Une chose intéressante, c'est que le Parti communiste belge a ignoré l'héroïsme de Marina comme inapproprié. Cependant, les forces d'occupation indiquaient dans le rapport que la population ne le tolérait plus et qu'une nouvelle forme de résistance est apparue en Belgique. La biographie sur Marina Shafrov a été pratiquement inexistante en Belgique. J'ai trouvé seulement une très brève mention, un paragraphe de son action dans un livre sur la résistance juive en Belgique. Elle n'était pas juive, mais casuellement, M. Gotovis, l'auteur du livre, a écrit un paragraphe sur l'exploit de Marina. Je n'ai trouvé plus de mentions. J'ai lu plusieurs livres sur la résistance en Belgique. Le groupe de Georges Maroutaev est cité à plusieurs endroits, le groupe de Morsan. J'ai consulté aussi le Musée national de la résistance à Bruxelles et le Musée national de la résistance, où se trouve d'ailleurs une salle dédiée aux brigades internationales de la guerre civile espagnole, mais rien sur Marina Shafrov au musée à l'époque, en 2007, que j'ai consulté le musée et les archives. Bon, j'ai trouvé des documents des journaux, comme vous voyez la note, etc., sur la Bibliothèque royale de Belgique, mais surtout aux archives fédérales, au service de documentation de la direction des victimes de guerre, et grâce à l'autorisation de la famille Maroutaev et à l'aide précieuse de l'archiviste et documentariste Madame Marie Lejeune, je vais le reconnaître. Et dans ces archives, voici quelque chose, entre les autres documents que j'ai trouvés, voici un document très important. C'est la dernière image de cette présentation. C'est la fiche de demande de repatriement de dépouilles de Marina Shafrov. C'est la fiche que sa maman a dû remplir pour obtenir le repatriement de sa dépouille. À mon avis, l'image de son visage correspond déjà à l'estress et à la souffrance après son arrestation. Bon, je ne sais pas si Vadim me dira que si oui ou non, mais il a l'aspect d'une photo de police. Bon, là, on dit Marina Maroutaev Shafrov, née le 30 mars 1909 à Libau, Lettonie. Bon, il y a plusieurs possibles explications parce que apparemment ce n'était pas Libau, mais la maman signe qu'elle est née à Libau. Et le domicile, cette demande est signée après la guerre, fin de la guerre par la maman, le 3 septembre 1945. Bon, elle donne référence de différents documents qu'elle a reçus. La demande est signée comme repatriement pour une prisonnière politique et signée Madame Shafrov Ludmila Rus et le domicile de la maman. Bon, et on peut continuer sans image et je vais finir rapidement pour vous laisser avec Vadim. Et l'hommage que j'ai publié en janvier 2012, cet hommage c'était un hommage pensé pour l'anniversaire, le 70e anniversaire de la mort de Marina à Cologne. La publication de mon blog à cette époque-là, janvier 2012, a engendré quelque chose que j'aime beaucoup vous dire. J'ai rencontré et fait amitié avec plusieurs descendants de Marina et Yuri.
Je ne voudrais pas aujourd'hui oublier aucun d'eux, mais en particulier, je vais mentionner Madame ici aujourd'hui avec nous, que vous parlez par après. Et aussi Odile, c'est la fille, une des 4 filles de Vadim, que j'ai personnellement rencontré avec ses enfants. Ils sont les premiers à rencontrer parce qu'ils m'ont écrit sur mon blog. Ils m'ont fait des commentaires en 2016. Et aussi Dimitri, j'ai toute mon estime aussi pour Dimitri, petit-fils de Georges et de Marie Larda, et pour Marie-Claude Maruta-Foutrel, qui m'ont écrit, et nous nous sommes aussi communiqués, écrits à partir de mon blog. Pour récapituler, j'aime vous dire que Marina Shafrov, réfugiée et modeste mère de famille, symbolise par sa rébellion la rage des millions, non seulement de Russes, mais aussi d'autres Européens, des innombrables hommes et femmes anonymes, des millions d'exilés forcés, victimes de la barbarie des totalitarismes qui ont martyrisé les peuples d'Europe depuis la Première Guerre mondiale au cours du siècle le plus sanglant de notre histoire. C'est un sacrifice héroïque, le sacrifice de Marina Shafrov, qui ne concerne pas seulement les Russes, ni même les Belges et ses propres enfants, les enfants de Marina. Son sacrifice, à mon avis, comme les sacrifices d'autres comme elle, parce qu'il y a d'autres qui se sont sacrifiés d'une autre manière, mais se sont sacrifiés aussi pendant ces guerres, son sacrifice, comme les sacrifices d'autres, c'est aussi pour le futur de nos enfants, pour une Europe libre, unie et solidaire. Et je crois que si nous voulons les honorer, nous ne devons pas permettre que ce fruit laborieux d'une Europe née de la douleur de centaines de millions de personnes au cours de siècles de guerre et de massacres, que cette mémoire, que ce fruit laborieux, que ne s'éteigne pas. Nous devons faire chacun dans notre possibilité le possible pour que cette mémoire ne s'éteigne pas, parce que si on oublie tout ça, on est condamné probablement à le répéter, et on ne voudrait pas jamais répéter ces massacres et ces désastres. Je vous remercie beaucoup et je passe la parole, ou Madame Bourlina passera la parole à mon ami, mon grand ami Vadim Marutaev. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Puig de l'Abbaye Casa, Monsieur Ramon. En fait, nous avons 2 manières de procéder. Je suppose que les participants de notre soirée aujourd'hui ont été très touchés, comme moi d'ailleurs, par votre récit d'autant plus émotionnel qu'il est très, très bien fondé historiquement. Donc, vous avez fait vraiment une recherche très détaillée de la vie et de l'œuvre de Marina Morotaev, et vous avez exposé ça avec une telle précision, avec une telle émotion à la fois, que je crois que nos participants ont pas mal de questions à vous poser pour avoir plus de détails et plus d'informations sur la vie de cette femme extraordinaire. Mais je propose quand même de passer maintenant la parole à Vadim Marotaev pour continuer et l'avoir sous un peu notre angle, parce que si votre discours a été historique, le sien va être familial et parental même, je dirais, dans le sens que c'est ma mère, c'est une de ses parents, et tous les participants de cette grande famille qui sont là présents aujourd'hui, on les salue. Bien évidemment, on vous remercie d'être parmi nous pour cette soirée consacrée à Marina. Pourront aussi prendre la parole et poser des questions et faire des commentaires. Donc, je vous invite à tous, chers amis qui êtes participants à cette soirée, de préparer vos questions et vos commentaires pour après la deuxième intervention. Vous pouvez les poser par écrit sur le chat de notre soirée. C'est facile, vous ouvrez juste le bouton, le chat en bas de Zoom, ou bien vous pouvez écrire sur le chat que vous demandez la parole, et bien évidemment, je vais vous donner cette parole volontairement. Et pour tous ceux qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube,
vous avez aussi la possibilité de intervenir, de poser vos questions sur Facebook et sur YouTube. Donc, n'hésitez pas, faites vos commentaires, prenez la parole, posez des questions. On sera à votre disposition dans un court terme après avoir écouté l'intervention de fils cadet de Marina Morotaev, M. Vadim Morotaev, l'unique personnage en vie, l'unique témoin en vie de ce qui s'est passé en 1941. Vous l'avez vécu, vous avez été témoin de... Vous avez été un jeune enfant à l'époque, mais les jeunes enfants, à l'âge de 4 ans, ils sont très conscients de ce qu'ils vivent et de ce qui les entoure. Donc, nous sommes absolument persuadés que vous gardez beaucoup dans votre mémoire d'enfant et bien sûr, vous avez fait aussi des recherches sur la vie de votre femme et celle de votre père et d'autres membres de votre famille. Monsieur Vadim Morotaev, je vous invite à prendre la parole. Ma position est délicate parce que je ne désire pas rester dans le rôle anonyme de l'analyste historien, parce que le côté, il est impossible de penser à ce qui s'est passé sans faire intervenir la douleur profonde qui a été la nôtre, de mon frère et de moi, lorsque nous avons été littéralement abandonnés par notre mère. On ne pouvait pas le sentir autrement, pour la bonne raison que c'était comme ça que ça s'est passé. Donc, aujourd'hui, j'ai un rôle difficile parce que je vais peut-être heurter certaines certitudes et cependant, je vais dire ce que j'ai à dire parce que nous sommes à une époque de fake news et de stupidité incroyable sur tous les réseaux. Eh bien, je voudrais rectifier les choses autant que faire se peut, ou en tout cas les préciser. Je n'enlève bien entendu rien au travail de Ramon Puig, qui a fait vous l'avez dit vous-même, Vera, a fait un travail magnifique. Et ce que je vais dire, je veux qu'il sache que c'est complémentaire à son travail qui, lui, est acceptable tel quel. Donc, voilà, je ne remets pas ça en question. Je ne remets pas non plus en question ce qu'a fait ma mère, bien entendu. Mais je ne peux pas vivre sans dire les choses que nous avons découvertes, mon frère et moi, et pour la simple vérité. Parce que énoncer des lieux communs à longueur de temps sur l'histoire de ma mère, on en a vu assez partout, toujours les mêmes photos. Moi, je veux sortir de ça. Voilà. Et aujourd'hui, avec le recul, je peux le faire. Je vais donc lire rapidement, pour aller plus vite, ce qui suit ce que Ramon a dit, en fait. Alors, je tiens donc à remercier chaleureusement M. Ramon Puig pour ce travail de recherche, toujours complexe, surtout si longtemps après les événements. C'est donc grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui. Mais les choses ne sont jamais ni blanches ni noires, et il faut les approfondir. Les limites des investigations de Ramon se trouvent être rares. Ce sont de rares sources existantes. Ramon s'est basé, primo, sur les documents officiels qu'on a vus, lesquels peuvent être considérés plus ou moins comme authentiques. Secundo, le seul témoignage primordial de mon père Yura, époux de Marina, celui-là est sujet à caution, car il représente un seul point de vue subjectif. Il n'y en a pratiquement pas d'autres. Ramon Puig, qui a fait un très bon travail, n'a malheureusement reçu ce qu'on appelle en français un seul son de cloche. Tout le monde sait à quel point cette époque troublée, confuse et aujourd'hui lointaine de la guerre amène des interprétations, sinon fantaisistes, en tout cas incomplètes. Étaient aussi présents à l'époque les lâchetés, les traîtrises, les dénonciations et les secrets bien gardés. La guerre est ce qu'elle est, avec
son côté noir. Je n'irai pas plus loin aujourd'hui. Le temps nous manque, mais je suis prêt à débattre hors antenne, comme on dit, ou peut-être pendant, avec qui le souhaite afin de rétablir quelques vérités. Par exemple, les éléments de certitude que mon frère et moi-même avons découverts. J'ouvre la parenthèse. Oui, notre mère s'est incontestablement sacrifiée pour sauver des innocents otages. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais par contre, elle-même a aussi manifestement été sacrifiée. Nuance importante. Elle était une patriote comme le sont tous les Russes, qu'ils soient blancs ou rouges. Il était aussi une croyante pratiquante profondément orthodoxe. Là se situent les rouages humanitaires de son action. Elle n'a jamais tué personne. J'insiste, elle n'a jamais tué personne. Tout simplement par impossibilité physique et morale. Petite et menue, elle mesurait 1,65 m, pianiste, elle avait un caractère doux et jovial, tout le contraire de l'image que l'on a véhiculée d'une partisane au couteau entre les dents. La phrase qu'on lui a attribuée dans le cadre du groupe, incluant mon père, et qui a programmé et exécuté cet attentat, cette phrase était « Si vous n'avez pas le courage d'y aller, donc de perpétrer cet assassinat, moi j'irai », aurait-elle dit. Nous devons lire ça bien autrement. J'ouvre les parenthèses. Si vous n'avez pas le courage, après votre acte, de vous dénoncer pour sauver d'innocents otages, moi j'irai. Nuance. Il ne faut pas inverser la réalité. Elle a été manipulée. Tout cet échafaudage tient sur un principe rigoureusement appliqué par la résistance. On ne se dénonce jamais suite à un événement, car on met en péril le groupe tout entier concerné. En effet, dans ces conditions, celui qui se dénonce sera torturé et finira par craquer en livrant des noms. Donc, ceci dit un peu rapidement, je tenais à le dire parce que on ne peut pas garder seulement une image, une espèce d'image un peu éthérée. Elle était bien vivante et elle est tombée dans un contexte difficile et comment je dirais, qui était complexe à réaliser et elle s'est trouvée dans ce engrenage. Voilà. Ceci peut expliquer cela. Voilà. Je vais vous montrer des photos et comme dit très bien dit Vera, je veux sortir un peu de ce côté tragique, je dirais. Je ne veux pas garder de ma mère que le souvenir d'une pierre tombale, comme je vous l'avais dit. C'est insupportable. Et je voudrais dire une phrase d'Aragon, et je voudrais que le souvenir de ma mère ne corresponde pas à cette phrase. Mais la phrase, c'est tiré d'un texte d'Aragon. Vous n'êtes plus, oui, qui concerne au fond les gens comme ma mère qui se sont sacrifiés, qui ont été assassinés ou tués pendant la guerre. Vous n'êtes plus qu'un nom d'or sur nos places. Vous n'êtes plus que pour avoir péri. C'est insupportable cette phrase, parce que ma mère n'est pas que ça. Voilà. Je vais prendre des photos. Ici, c'est l'image de ma mère enfant. D'après mon estimation, c'est pratiquement à cheval sur la Révolution. Elle est née en 9 et la Révolution était en 17. Donc, c'était, à mon avis, un petit peu avant la Révolution. Donc, c'était encore, toujours avant son périple avec ses parents. Elle était encore en Russie. Ma famille, la famille de Marina, vivait à Saint-Pétersbourg, dans la banlieue de Saint-Pétersbourg, exactement proche du port, puisque, on va le voir plus tard, le père était officier de marine. Je montre la photo de la maman, qui est très importante parce que
c'est celle qui a été le plus proche d'elle tout à la fin. Par exemple, elle a pu lui rendre visite à Saint-Gilles, dans la prison de Saint-Gilles en Belgique, avant qu'elle ne soit expédiée à Cologne. Son témoignage est très important parce que elle et sa fille s'entendaient très bien et même si elle était, je dirais, si elle n'était pas vraiment neutre, parce que quand son enfant se trouve dans cet état, on prend parti évidemment pour l'enfant, on peut quand même croire à ses témoignages. Son père, qu'on voit sur la photo ici un petit peu avant son décès en 1939, il est mort en 1940 je crois, son père donc était officier de marine et il avait été ennobli par le tsar à l'époque et donc faisant partie un peu d'une forme d'élite, c'est pas quelqu'un de riche, mais il faisait partie d'une élite qui a épousé la cause des Blancs, ce qu'on appelait, c'est-à-dire contre les bolcheviks qui étaient en train de se lever entre 1905 et 1917. Il a été un élément actif de ce qu'on appelait l'armée blanche. À ce titre, bien entendu, dès le moment où la révolution s'est vraiment installée, il n'y avait plus le choix, il ne pouvait que fuir. Et il s'est littéralement enfui puisqu'il n'y avait pas d'autre solution parce qu'il était trop marqué de ce côté-là. Donc il a fui, il a pu utiliser son bateau, je ne sais par quel miracle, mais en tout cas, il a dû sans doute amener plusieurs autres personnes, et toute sa famille était sur ce bateau. Et ma mère avait 2 sœurs et 2 frères. Ils étaient une fratrie de 5 personnes. Et tous ces gens-là, sauf le dernier, je crois qu'il est né en cours de route, tout le monde est parti et ils ont fait tout un périple pour finir, aboutir dans la Baltique, où il a désarmé, parce qu'il n'y avait plus moyen de faire autrement, il n'y avait plus de moyens de subsistance, ils avaient erré plusieurs mois en mer, ils ont désarmé en Finlande, et ensuite ils ont traversé la Baltique et sont allés en Lettonie. Mon grand-père était ingénieur et parlait parfaitement l'allemand. Et donc, il a pu amener sa famille assez rapidement en Allemagne, puisqu'il parlait très bien allemand, et il a pu avoir directement, il fallait nourrir, ils étaient à 7 personnes, et il a été très bien accueilli en Allemagne, et il a eu un poste d'ingénieur chez Gestetner, qui étaient les premières photocopieuses, si on veut. Après ça, ils sont partis, mais il n'est pas resté là longtemps parce que Gestetner avait une antenne à Bruxelles et il est allé à Bruxelles avec toute sa famille. Voilà comment a abouti, si vous voulez, le périple de la famille Chafrov. Ceci, c'est pour le folklore, je dirais. C'est mon grand-père avant de quitter Moscou. Oui, il était donc officier de marine, et c'est son intérieur, et on voit je ne sais pas si on voit la flèche quand je fais ça, non? On ne voit pas la flèche, si. Il y a une photo. Oui, on voit la flèche. Il y a une photo ici, je montre, qui est en fait la photo de ma grand-mère quand elle était jeune, et j'ai cette photo, mais je n'ai pas eu le temps, elle était très belle cette photo. Et voilà, c'est amusant de retrouver ça. Ce qui est amusant aussi, c'est le téléphone, qui est assez drôle. Bon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La famille Chafrov s'installe à Bruxelles et il y a une communauté à Bruxelles extraordinaire. Bruxelles et la Belgique ont été merveilleusement accueillants pour les Russes, il faut le dire. Je pense surtout à Ramon, qui connaît bien les choses d'immigration. Il doit savoir que quand les Russes sont arrivés en Belgique, ils ont été vraiment accueillis. Pas du tout. Il n'y a eu pas d'histoire comme il y en a toujours avec les immigrants, notamment aujourd'hui. Or, ils étaient beaucoup. Il y avait, paraît-il, 15 000 Russes à Bruxelles à cette époque.
il y avait toute une jeunesse, et ce que vous voyez sur la photo, c'est toute cette jeunesse russe qui avait fait une espèce de club, appelons ça comme on veut, je n'ai pas exactement la définition, peut-être Ramon me le dira, je ne sais pas exactement quel était ce groupe, mais enfin, c'était très amical, et c'était une représentation de la jeunesse russe à Bruxelles, et que je trouvais très sympathique. Vous voyez donc mon père, qui avait 17 ans à cette époque-là. Ainsi, déjà, il avait rencontré la famille Shafrov, puisque les deux frères sont là, le frère aîné et le frère cadet de Marina font partie de ce groupe. Mon père était extrêmement isolé, puisqu'il est fils unique, que sa mère était restée à Moscou parce qu'elle était cantatrice au Bolchoï, et elle avait épousé la cause des Soviétiques. C'est pour ça qu'elle est venue beaucoup plus tard, elle est venue au-delà de 30 en Belgique. Son fils était seul ici, entretenu par le frère de ma grand-mère qui vivait aux États-Unis, qui a d'ailleurs créé la General Electric Company. Mon père, à ce moment-là, a rencontré ma mère. Vous voyez la photo ici, elle date de 31. L'amitié qui a eu lieu était intéressante parce que mon père étant très solitaire, il est tombé dans une fratrie extrêmement serrée. Les Shafrov étant très liés familialement, et mon père a été accueilli de façon tout à fait sympathique. Voilà encore une autre preuve de la bonne entente de toute cette famille. On voit ma mère ici, mon père ici, pratiquement à l'époque où ils se sont connus. Derrière, il y a le frère cadet. Ce que je veux dire par ces photos, c'est que ma mère était vivante. Vivante et heureuse de vivre. Ici, elle est avec sa sœur. Voilà. Ici, c'était sa sœur qui la suivait directement. Il y avait donc un frère aîné, il y avait Marina, il y avait Tatiana et Slava qui était le fils cadet. Et ici, c'est mon frère, Nick. Mon frère, donc, était né. Moi, je suis né 6 ans après lui. Donc, je suis né un peu après. À cette époque-là, je n'étais pas né. Voilà quand je suis né, avec mon grand-père, donc le père de Marina, qui tient dans ses bras donc Nick, mon frère Nick, et moi-même. Et c'est une cousine qui allait vivre avec toute la famille à Bruxelles très longtemps. Elle est morte il n'y a pas longtemps. Ça, c'est la photo connue. Ce qui est intéressant, ce n'est pas le fait que c'est moi, c'est le fait que c'est la dernière photo de Marina en famille, je dirais. Après ça, c'était des photos de la Kommandantur ou de Saint-Gilles ou de partout, mais c'est la seule dernière photo familiale où on montre exactement ce qu'elle est et comment elle était. Alors après ça, Ramon a très bien expliqué toute la tragédie et il a terminé en disant tout ça, ok, c'est derrière. Et puis voilà qu'en 1944, mon père qui avait donc rassemblé avec ma grand-mère, il faut bien dire que c'était ma grand-mère paternelle qui était le chef du réseau de rapatriement de ces prisonniers évadés. Et la preuve, c'est qu'elle les a accueillis dans cette maison et que les Allemands donc, ont incendié en 1944. Voilà tout ce qui restait de cette maison après l'incendie. J'étais moi-même témoin de cet incendie puisque j'étais debout dans cette cour en train de regarder les flammes sortir par les fenêtres. Donc, je suis le seul témoin occulte de ce qui s'est passé là puisque mon père
ainsi que tous les hommes, ont pu s'enfuir par le fait que l'opération avait eu lieu la nuit. Enfin non, à 4 heures du matin, mais il faisait noir. Donc tout le monde s'est échappé, sauf ceux qui restaient, qui ne pouvaient pas s'échapper, qui était moi, qui avait à l'époque 6 ans, la gnane qui s'occupait de moi, donc la vieille dame qui s'occupait de moi, ainsi que l'homme à tout faire, qui lui, malheureusement, allait avoir plus de difficultés. Voici ce qui s'est passé un peu après. Les hommes ont pu avoir de nouveau une vie normale, et on a donc fait, avec ma grand-mère, qui est ici, moi-même, Mary, la seconde femme de mon père, un couple de juifs qui avait été sauvé par ma grand-mère et pour lequel elle a été décorée d'une médaille juive. Et il y avait encore 2 autres juifs qui n'étaient pas mariés. Ceux-là étaient mariés, c'était des joailliers. Et ici, vous voyez d'autres. Il y avait Abraham, qui était un espèce de Taras Bulba magnifique, qui avait été donc également prisonnier, qui s'était échappé et qui, lui, m'avait pris sous son aile et qui était littéralement mon grand-père de l'époque. Le monsieur qui est là était un couturier. Et alors, il y avait Mishka, qui était un merveilleux musicien qui jouait de la mandoline. Il y en avait encore d'autres, mais c'était un groupe, voilà. Il y avait cette photo, on n'a pas des photos surtout. N'oublions pas que quand la maison a brûlé, notre famille s'est trouvée orpheline de la moindre trace familiale. Toutes les photos ont brûlé, tous les albums ont brûlé, toutes les affaires ont brûlé, il ne restait rien. Toutes les photos que vous avez vues, c'est miraculeux de les avoir retrouvées. Alors, le point d'orgue, c'est que tous ces prisonniers évadés, ainsi que les partisans qui avaient aidé, parce qu'il y avait des partisans, effectivement, avec mon père et ma grand-mère, qui avaient aidé à ce que tout ça puisse se passer. Ma grand-mère ici, donc, qui est la maîtresse femme de toute cette opération, c'est elle qui a invité tout le monde, y compris le militaire qui est à côté d'elle, ici, qui est le représentant de l'ambassade soviétique de l'époque et qui avait en charge de prendre en charge justement le rapatriement de tous les Russes qui étaient regroupés. À côté donc de ma grand-mère, c'est lui. Ici, vous avez, pour les Belges qui connaissent bien Grédoisseau, où tout ça se passe, c'était M. Hautven, qui était un héros de la résistance, ainsi que M. Leblic, ici, qui sont les 2 personnes qui, après l'incendie, et quand mon père s'est enfui, s'est occupé de recueillir mon père, qui était parti à travers champs, et ainsi que d'autres Russes qui s'étaient planqués dans les campagnes. Ce sont ces 2 personnes qui ont vraiment merveilleusement aidé à leur sauvetage. La dame ici, c'est le couple de juifs dont je vous parlais tout à l'heure, ça c'est Abraham. Et alors, ça, c'est moi, et j'ai un drapeau rouge, qu'on m'a mis évidemment, ainsi qu'un képi d'un des militaires qui était là. Il y avait plusieurs militaires. Et donc, voilà, ça c'était le porte-drapeau. Ici, vous voyez le drapeau de c'est PA, partisans armés. C'est le groupe donc de mon père à la fin de la guerre. Mon père est d'ailleurs là caché, on ne voit que sa tête. Ça, c'est Mishka qui jouait de la mandoline. Enfin bon, ça c'est une tante. Elle a un destin assez particulier. C'est une tante par alliance. Et donc, elle est de la famille de Preobrazhensky, qui est une grande famille russe. Et elle n'a pas tenu en Belgique très longtemps. Elle a dit, moi je retourne là-bas. Elle est retournée avec son fils. Et ils ont fini leur vie là-bas. Mais ils étaient très proches de nous pendant qu'elle était en Belgique. Voilà, ce sont... Ah oui, aussi, un important détail, le monsieur ici avec sa casquette, c'est lui qui a été embarqué dans le camion avec moi-même et la gnane pour partir pour Buchenwald, puisque les Allemands n'avaient ramassé que nous. Et lui, malheureusement, donc moi j'ai pu échapper j'ai été sauvé par l'officier allemand qui commandait l'escouade,
Je sais que ça peut choquer, mais c'est à lui que je dois la vie, parce que il était jeune, parce qu'en 1944, il n'y avait que des vieux et des tout jeunes, puisque les autres étaient morts. Et cet Allemand, quand il m'a vu dans le camion, puisque les militaires m'avaient mis dans le camion, est venu près de moi et il m'a regardé. J'avais les cheveux déteints, grâce à ma grand-mère qui m'avait déteint les cheveux. Il m'a regardé, il a dit non, ça c'est pas possible. Et il m'a fait débarquer. Mais le pauvre Malichev, qui est ici, lui s'est bel et bien retrouvé au camp de Buchenwald. Il a été torturé. Il est revenu ici, on le voit. Il venait de rentrer, il était en très mauvais état, mais il a échappé. On vous remercie énormément pour ce témoignage profondément personnel. J'espère que tous les membres de votre famille qui sont présents l'ont apprécié autant que nous. Je n'ai pas terminé mon message final, mais ça j'y tiens. C'est un message auquel je tiens. C'est une simple, comment dirais, une simple phrase dite par un homme important dont j'ai malheureusement oublié qui, mais ce qui compte, c'est le message de cette phrase que je voudrais vous donner. Il a dit ceci: dans une guerre, il n'y a pas de gagnant, il n'y a que des perdants. Et je veux terminer là-dessus. Merci beaucoup. On est absolument d'accord avec cette grande phrase. Et c'est vrai que la guerre, c'est la pire des choses qui peut arriver aux humains. Parce qu'il bouleverse les destins, il bouleverse les vies. Et vraiment, 75 ans après la fin de cette guerre, on s'en souvient toujours et on garde toujours ces traces dans les âmes, dans les vies des vivants d'aujourd'hui. Et dans la vôtre, d'ailleurs. Votre témoignage tellement émotionnel nous le prouve. Merci beaucoup, Monsieur Vadim Morotaev. Vous êtes le fils cadet de Marina Shafrov-Morotaev et votre témoignage nous a été précieux. Et maintenant, c'est le temps des questions, des commentaires. On peut en parler, on peut le discuter. Et je vous invite à poser vos questions si vous voulez le faire. Et ma fille, je présente ma fille Isabelle, qui va certainement en parler, peut-être. C'est ma fille aînée. Vous voulez prendre la parole, Isabelle? Bonjour à tous. Hein. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, on vous voit très bien. D'accord. Ben, je suis désolée parce qu'il y a eu un petit quiproquo, donc je n'ai pas pu assister à tous les documentaires en entier. Ça m'aurait intéressé d'entendre M. Ramon Puig. Et ben, peut-être j'aurai l'occasion de le faire sur YouTube, non? Peut-être que ça va rester? Oui, bien sûr, ça va rester. Oui. Voilà. Donc, ben, voilà. Je suis contente d'assister quand même à ce qui suit. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous avez bien reçu le lien. Si vous me permettez, je voudrais commencer avec des questions. Parce que moi, j'en ai plein, mais peut-être c'est M. Daniel Stevens qui nous suit aussi, a des questions. Peut-être je vous laisse la possibilité d'en poser une maintenant. M. Stevens. Oui, c'est très gentil. Merci. Effectivement, mais ce sont plutôt des petites questions de détail. D'une part, j'ai vu sur la dernière photo qu'il y avait un drapeau des partisans armés. Et je voudrais savoir si ce drapeau existe toujours, parce que bon, c'est peut-être aussi un souvenir de tout le rôle que votre père a joué. Et bon, là-dessus, évidemment, ce n'était peut-être pas le sujet, mais on ne s'est pas beaucoup étendu, mais c'est quand même aussi toute une aventure qui est très, très intéressante dans la mesure où il y avait énormément de prisonniers soviétiques en Belgique et qu'il y a eu tout un mouvement de libération de ces prisonniers et qui est vraiment très important. Ça, c'est
peut-être une première question. Et la deuxième, c'était, je n'ai pas bien compris simplement comment votre mère était à Bruxelles alors que votre père était à Morsan, si j'ai bien compris. Bon. Donc je réponds à la première question. Le drapeau existe, effectivement. Et c'est un drapeau donc, qui a vécu, mais il est chez ma sœur, chez ma demi-sœur, en fait. J'ai donc la fille du deuxième mariage de mon père. Et si ça vous intéresse, je peux vous le faire voir. On a pensé à un moment donné le donner quelque part dans un musée ou quoi, mais on n'a pas vraiment trouvé. Parce que là, malheureusement, je ne peux pas vous dire exactement comment ça se passait, mais il y avait plusieurs groupements, comme vous savez, de partisans. Il y avait ce qu'on appelait le FI, qui est le Front de l'Indépendance, et il y avait les PA, qui étaient les partisans armés. Et ils étaient assez francs-tireurs, je suppose que vous le savez, et ils étaient un peu en marge. Donc, à la fin de la guerre, mon père a quand même toujours soutenu les personnes qui avaient participé à ça, et le drapeau est sorti, notamment quand ma mère a été rapatriée. Il y a eu un enterrement, pas national, mais communal. Ce drapeau est sorti. Donc, il est toujours sorti, et il existe, oui, il existe toujours, et il est rare, parce qu'il n'y a que celui-là. Alors oui, si vous cherchez un endroit où oui, le pérenniser, c'est peut-être le musée de l'armée qui est le mieux. Oui, le musée de l'armée a beaucoup dans ce domaine-là. Il faudrait, évidemment, quand j'étais actif, maintenant je suis retraité, j'ai un peu le temps de m'occuper de tout ça. Vous comprenez que je n'ai pas pu m'occuper de tout ça. Mon père, lui, le gardait jalousement. Donc là, il fallait pas, on ne pouvait pas le lui enlever. Mais maintenant qu'il n'y a plus personne, ça serait vraiment une très bonne idée. Effectivement, de le mettre à l'armée, ça ferait vraiment plaisir. Je m'occuperai, moyennant Vera, qui me donnera votre topo, je vous contacterai. En ce qui concerne la deuxième question, je n'ai pas bien compris. Mais si j'ai bien compris, votre père dirigeait un mouvement à Morsan. Oui, mais plus tardivement. Donc au départ, il était sur Bruxelles. Il vivait à Bruxelles, et l'appartement de Bruxelles a toujours subsisté pendant toute la guerre, en fait. Ma grand-mère, elle, avait acheté une propriété à Gré-d'Oisseau, que vous voyez sur l'image brûlée. Et cette propriété à Gré-d'Oisseau était le regroupement familial, parce qu'après la mort de ma mère, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous, enfants, on a été divisés en deux. C'est-à-dire que mon frère aîné a été pris en charge par la mère de Marina, par Ludmila Shafrov, qui était notre grand-mère maternelle, et moi j'étais pris en charge par la grand-mère paternelle. Et grand bien nous fit, parce que grâce à ça, on a pu littéralement survivre à la mort de notre mère, parce que nos deux grands-mères étaient extrêmement proches de nous, se sont occupées de nous de façon magnifique. Donc, il y avait d'une part cette séparation après la mort de Marina. Donc, quelque part, mon frère a toujours été un peu, je dirais, Shafrov à 85%. Moi, je restais Maroutaev, puisque j'étais du côté de ma grand-mère paternelle. Et donc, moi, j'étais installé à Morsin, Gré-d'Oisseau, tandis que mon frère était à Bruxelles. Et dans cette maison de Morsin, mon père, évidemment, venait régulièrement, et tout doucement, on a commencé à cacher les gens dans cette maison. Et c'est pour ça que mon père était un peu à cheval sur deux zones. D'une part, à Bruxelles, où il avait du travail aussi. Il était technicien radio. Hein. Donc, il a travaillé chez Téléphone entre 42 et 44, etc. Et donc, il faisait des allers-retours. Et c'est ma grand-mère qui gérait la maison de Gré-d'Oisseau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. J'ai une question à Ramon, s'il vous plaît, Ramon Bout. En fait, quand vous parlez de l'information qu'on a eue ici en Belgique, parmi les Belges, sur les actes de Marine Morotaev, vous avez parlé de 60 otages. Oui, les 60 otages qui ont été
ont été faits prisonniers après la première attaque. Ces 60 otages, qui ils étaient? Qui étaient ces gens et quelle était leur réaction au sacrifice de Marina après leur libération? Et bon, il y a des questions là-dedans. Quelle était la réaction? Sur la réaction, il y a quelque chose que Vadim pourrait dire sur qui étaient ces otages. Et bon, j'ai tous mes notes en Espagne des conversations et précisément mes entretiens avec le père de Vadim, avec Georges, sur lesquels j'ai basé beaucoup des informations que j'ai mises sur mon blog. C'est la fille, c'est Elisabeth précisément qui nous écoute, je crois, qui a les audiocassette. Je n'ai pas gardé les originaux. Non, c'est pas. Bon, là, on pourrait parler entre nous parce que bon, ma dernière nouvelle, c'était que. Voilà. Et alors, c'est Georges Marutaev qui, dans les conversations, m'a dit que la réaction annoncée entre lignes par le manifeste de bourgmestre était en réalité qu'on avait pris otages, 60 otages. Et bon, Vadim pourrait expliquer que c'était déjà important, déjà significatif, parce que les Allemands, s'ils allaient châtier le pays pour une attaque comme représailles, ne choisissent pas n'importe qui. Donc, ils cherchaient de se faire montrer dur et prenaient des gens qui avaient certaine importance. Donc, je ne connais pas le nom, la liste des otages, qui peut-être Vadim pourrait compléter ça parce que... Oui, je voudrais dire un mot là-dessus, c'est-à-dire que ma grand-mère paternelle, donc, qui était à Gré-d'Oisseau et qui s'occupait de façon, comment je dirais, qui a voulu au lendemain de la guerre essayer de survivre, de surnager, alors que nous avions tout perdu, nous n'avions plus de meubles, on n'avait pas de chaise pour s'asseoir après l'incendie. Nous, enfants, on a été pris en charge, M. Stevens doit le savoir, il y avait une organisation des partisans qui aidait les orphelins et des choses comme ça. Et moi, j'ai dormi pendant plusieurs années dans des lits qui nous ont été donnés par les résistants. Donc, c'est pour dire que nous étions dans le dénuement le plus total. Et ma grand-mère a eu la bonne idée, plutôt la mauvaise, d'essayer de voir, mais au fond, ces 60 otages, qui étaient pris en général dans la crème de la population. Ils ne prenaient pas le magasinier ou l'ouvrier, ils prenaient en général des gens de la crème pour marquer l'opinion. Et une grande partie était de la commune d'Ixelles, parce que c'était la commune où s'est passé, où nous habitions, etc. Et nous ne connaissions pas, évidemment, mais il y a eu certaines publications, malheureusement, il faudrait faire des recherches dans les journaux, qui sont très fastidieux, mais il y a eu des noms qui sont sortis. Et ma grand-mère, qui était quelqu'un de très, très volontaire, c'est moins qu'on puisse dire, c'était quelqu'un qui fonçait dans le tas, comme on dit, elle est allée trouver différentes personnes, et notamment des gens qui auraient été dans les otages. Maintenant, je ne peux pas témoigner, parce que moi, je n'ai pas participé à ces conversations, mais quand elle est revenue de Bruxelles, et qu'elle a parlé avec mon père de ça, elle a dit qu'on lui avait fermé la porte. C'est-à-dire que c'est vrai qu'elle était un peu parfois agressive en disant, ben voilà, Marina s'est sacrifiée, vous pourriez faire quelque chose. Elle était un peu comme ça maintenant, et probablement ça ne peut pas aider les choses. En tout cas, il faut dire que jamais personne, alors que nous étions quand même connus comme enfants, hein, c'était apparu dans les articles, et puis pour qui s'intéresse à l'affaire, il savait bien que Marina, avec 2 enfants, qui étaient sur le carreau. Eh bien, jamais personne ne s'est proposé à nous aider, sauf une personne, mais qui n'était pas vraiment liée à ça, mais qui était proche des mouvements qui se sont occupés des orphelins, etc. C'était proche de la reine Elisabeth,
la reine Elisabeth de Belgique était une personne extrêmement humaniste et elle s'est occupée et elle avait comme secrétaire M. Charles Gros et par des hasards familiaux, Charles Gros a dit mais ça va pas, c'est pas bien qu'on a laissé ses enfants comme ça et il nous a aidés, mon frère et moi. Il nous a mis en selle au point de vue des études et des choses comme ça et c'est la seule personne à qui je dois énormément, bien sûr, et qui en plus était vraiment quelqu'un de haut niveau. Il pouvait vraiment ne pas perdre son temps à ça, mais il l'a vraiment fait. Voilà. Je réponds une partie de la question par rapport aux otages. Donc, nous n'avons plus jamais entendu parler de personnes à ce niveau. D'accord. Mais par contre, vous avez raison. La geste de Marina, le sacrifice de Marina a été bien évidemment très bien connu de représentants de l'État belge. Elle a été condécorée, elle a reçu plusieurs décorations belges et soviétiques. Oui, donc, post-mortem, oui. trois décorations belges, que je sache, la croix d'honneur, la croix de chevalier et de hautes décorations russes, soviétiques. C'est-à-dire que l'exploit de cette femme et son sacrifice ont été bien notés quand même. Et je sais que aussi, il faut le mentionner, que après la première sentence, quand elle était condamnée à mort par la commandature allemande à Bruxelles, c'était la reine Elisabeth en personne qui lui a demandé grâce et qui a introduit cette demande auprès de Hitler. Oui, c'était Hitler en personne qui avait rejeté cette demande de grâce et a donné la deuxième sentence, celle de décapitulation. Donc vraiment, ce qui s'est passé à Marina, c'était pas que au niveau public, au niveau sociétal, au niveau de la ville, c'était vraiment un acte qui était noté, perçu et valorisé par l'État belge et par la reine Elisabeth qui, comme vous dites, vraiment, c'était une personne extrêmement humaniste et qui est intervenue à son aide. Oui, tout à fait. Moi, j'étais témoin moi-même de cette action et nous en avons été d'ailleurs les bénéficiaires, ça je dois dire. Et pour vous parler aussi des gens qui ont positivement réagi, je dois le dire aussi, les ambassades, d'une part soviétiques et russes après, ont toujours été extrêmement attentives à ce phénomène et je les remercie énormément parce que, de nouveau, c'est une des rares actions quand même qui est restée, je dirais, permanente. La preuve, c'est que nous sommes là aujourd'hui. D'accord, merci. Nous avons un commentaire. Bonsoir, j'ai un problème de micro, donc la personne écrit dans le chat. Merci, Monsieur Marotaev, pour ce témoignage d'une histoire aussi émouvante de la guerre. Ma question est pourquoi, selon votre expérience, dans ce monde aussi cruel, les guerres continuent à ravager des êtres humains, bien que, comme vous l'avez cité, il n'y a pas de gagnant dans une guerre. Bon, c'est une question plutôt rhétorique, mais bien évidemment, c'est une question. Oui, mais c'est-à-dire que mon point de vue aujourd'hui, c'est de dire ceci. Lorsqu'on est jeune, on est plein de fougue et on agit d'une certaine manière sans trop se poser de questions, je dirais. Aujourd'hui, je reviens aujourd'hui, il y a déjà deux générations, ou presque trois, oui, depuis la guerre. Et la distance fait qu'on reprend ces vieux démons qui est inhérent à l'homme, c'est-à-dire que si le voisin a plus à manger que moi, je vais aller dans son assiette. Je ne sais pas d'où ça vient, c'est une question philosophique. Pourquoi l'homme doit-il absolument
lutter contre son voisin pourquoi? Je ne sais pas. Mais par contre, ce que je sais, c'est que dans les générations qui viennent, l'oubli est très rapide. Parce qu'on nous dit il faut que les jeunes se souviennent. Mais les jeunes, ils s'en foutent, excusez-moi, mais en tout cas dans la nouvelle génération, parce que la distance est trop grande. Hitler ne connaît pas, n'est-ce pas? C'est ça aujourd'hui. Et donc, si ces jeunes-là d'aujourd'hui, Hitler ne connaît pas, sont pris en main par des systèmes, par des groupes extrémistes, par des religions extrémistes, etc., ils marchent comme un seul homme, parce que quand on est jeune, on a envie comme ça d'aventure, je dirais presque. Et c'est un peu ça l'explication aujourd'hui. Quand on voit les mouvements nazis allemands se remonter à la surface, c'est parce que, bien entendu, ces jeunes-là, on ne leur a pas donné ce qu'ils attendaient, c'est-à-dire du travail et des possibilités de se développer. Et donc, ils sont pris en charge par des groupuscules extrémistes qui vont leur donner une espèce de but dans la vie. Et ça se passe dans tous les pays, hein. Même en Belgique, avec les Flamands, c'est comme ça. C'est-à-dire que tout à coup, on a l'impression qu'ils prennent ça pour vivre, quoi, pour agir. Et malheureusement, ça tourne toujours mal parce que, on l'a vu avec Hitler, ça a été le prétexte, bien entendu, que le peuple mourrait de faim. Eh bien, moi, je vais vous sauver. Et presque tous les groupes extrémistes parlent de la même façon. Le Pen en France, et tous ces gens-là vont sauver tout le monde. Et alors, il y a bien entendu dans la jeunesse qui n'est pas formée. Aujourd'hui, la jeunesse n'étudie plus ni la géographie ni l'histoire. On se rend bien compte de ça. Hein. Posez la question à n'importe quel jeune d'aujourd'hui, à un ado moyen, je ne dis pas de certaines classes, mais en tout cas, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien, ils ne veulent rien connaître. Ils ont Internet et ils y vont et puis basta. Donc, ces gens-là sont malléables. Ils sont malléables, dangereusement malléables. Et donc, si j'ai un message à dire, ce n'est pas aux jeunes que je le dis. C'est au contraire aux gens qui ont le pouvoir ou qui ont les moyens que ça ne se passe pas, que tout ce fascisme ne remonte pas, que ce soit en Allemagne, que ce soit partout. Et c'est les jeunes, s'ils sont pris bien en main, s'ils sont bien aidés, si on leur donne du travail, si on leur donne une raison de vivre, ils n'iront pas. Ils n'iront pas. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes en direct depuis 1h30 déjà. Normalement, c'est un temps suffisant pour une rencontre en ligne, bien que je comprenne qu'il y a encore beaucoup de questions et beaucoup de commentaires, parce que vraiment, le sujet de l'histoire, de la mémoire historique et de la contrefaçon de l'histoire qui existe et qui, malheureusement, avec le temps, ne fait qu'augmenter, parfois vis-à-vis de certains sujets, c'est un sujet très riche à discuter et on pourrait y passer encore des heures et des heures. Et pour terminer, je voudrais juste poser 2 petites questions en attendant petites, disons, compactes et concentrées, des réponses compactes et concentrées à Ramon et à Vadim. Je vais commencer par Vadim. C'est concernant le réseau de repatriement qui a été organisé par votre grand-mère, la cantatrice de Bolchoï, comme vous avez dit, et auquel votre père, Yuri Marotaev, Georges Marotaev, avait participé. Ce réseau de repatriement, il s'agit des anciens prisonniers soviétiques évadés, partisans de l'armée libre, voilà, belge, n'est-ce pas? Combien de gens, en fait, vous avez pu sauver, bon, vous, votre famille? Oui. Donc, je peux être assez précis quand même, parce que d'abord, je les ai fréquentés personnellement, puisque j'étais un petit peu leur joujou aussi, hein, parce que quand ils étaient à Gré-d'Oisseau, j'étais le seul enfant là-bas. Et donc, d'après mon souvenir, sur place, il y avait en permanence entre 7 et 8 personnes.
en permanence. Constamment. Mais il y avait une tournante. Il y avait une tournante. Et ça, je l'ai appris par après. Ma grand-mère qui servait un peu de plateau tournant, il y avait des gens qui venaient, mais qui ne restaient pas longtemps, par exemple, que j'ai vu pendant une semaine, qui disparaissaient. Ça. Donc, il y avait un mouvement qui fait qu'on ne peut pas vraiment dire une quantité, puisque, oui, il y en avait pas mal, mais il y en avait qui ne restaient pas. Et par contre, pour une raison, encore une fois, que j'ignore, parce que j'étais trop petit pour le juger, pourquoi certains sont restés chez nous, comme s'ils étaient de la famille, je ne sais pas. Mais tant mieux pour moi, parce que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Ils se sont occupés de moi vraiment magnifiquement. Donc, ces Russes-là étaient devenus des parents, en quelque sorte. Et là, il y en avait environ 7 ou 8 en permanence. À un moment donné, il y en avait plus, et malheureusement, ça s'est mal terminé. Et c'est aussi un morceau d'histoire qu'on ne connaît pas bien, et que je ne suis pas arrivé à recoller, c'est que dans la quantité de Russes qui étaient chez nous, à un moment donné, il y a eu une scission. Et ça, c'était la veille du coup de main donc, de 44, quand les Allemands ont débarqué pour embarquer tout le monde et mettre le feu. Eh bien, la veille, l'avant-veille probablement, il y a eu une scission. Il y a eu plusieurs, je crois qu'il y en avait 5, du groupe de Russes qui étaient là. Il y a eu une réunion avec mon père, ma grand-mère et tout le monde en disant attention, il y a des bruits de dénonciation. Parce que le téléphone arabe fonctionnait très bien pendant la guerre. Et mon père, à ce moment-là, a dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que si jamais il débarque, on est cuit? Et c'est aussi un morceau important parce qu'il y a une scission, donc il y a eu un certain Dimitri a dit, moi, je ne prends pas le risque de rester ici, on va se faire incendier, je fous le camp. Et il est parti avec 3 ou 4 autres personnes, qui étaient des gens justement de passage assez court. C'est pour ça que je ne peux pas les stabiliser comme je stabilise les autres, comme Mishka et comme Abraham, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mon père a dit non, on ne bouge pas, parce que souvent, on sait comment ça va dans les campagnes. Si vous bougez, c'est à ce moment-là que vous êtes repéré. Et mon père dit peut-être que c'est des faux bruits, qu'on n'a pas été dénoncé. Moi, je préfère ne pas bouger. Et les autres sont partis et ils ont été retrouvés pendus sur la même poutre le lendemain dans les campagnes avoisinantes. Ils ont été pris parce que dénoncés par le premier fermier venu, parce que, attention, les fermiers de l'époque, c'était pas rigolo, parce qu'ils faisaient de l'argent avec tout, et quand on ne les payait pas, ils vous dénonçaient. C'est comme ça que ça s'est passé chez nous. Et donc, votre réseau a été dénoncé aussi par un des voisins, comme vous m'avez dit avant. C'est pas un voisin, oui, c'est un voisin sur deux, c'est-à-dire que c'était un fermier, où on allait s'alimenter pas en lait, parce qu'en lait, celui-là était formidable comme fermier, c'est lui qui m'a accueilli quand je suis fichu quand du camion. Mais il y a un autre qui vendait la viande, Et bien entendu, vers la fin, comme ça, en 44, mon père et ma grand-mère ne pouvaient plus payer. Eh bien, c'est lui qui nous a dénoncé. Ça, on le sait. Par après, on a pu reconstituer l'histoire. Et il y a eu d'ailleurs un événement après dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Donc, les gens étaient toujours en permanence 7 ou 8. Et on peut dire qu'au total, il y a certainement une trentaine de personnes qui ont... Une trentaine de personnes qui ont gardé leur vie, certaines ont resté. Vous avez sauvé la vie. Voilà, oui. C'est quand même extraordinaire. Et encore des Juifs. Oui, c'était établi. Le réseau de la résistance a créé c'était une cellule forte, une cellule importante du réseau de la résistance. Oui, je ne sais pas, je n'ai jamais su, parce que c'est complexe, quel était le plateau suivant. C'est-à-dire que de chez nous, ils allaient où? Ils remontaient quelque part vers l'Est. Bien sûr, c'était un réseau. Et ça, je ne sais. C'était un réseau et c'était fort secret aussi. Donc, je suis incapable de dire quand ils quittaient où ils allaient.
Et finalement, j'informe tout simplement très vite pour économiser le temps. Quand ce réseau a été dénoncé par un des voisins et les Allemands sont venus pour incendier votre maison, les gens ont pu se sauver, n'est-ce pas? Ils ont parti par un passage souterrain qui a été préparé intelligemment auparavant pour des occasions comme ça. Voilà. C'est-à-dire que les hommes qui étaient à demeure, donc, comme je vous ai dit, il y en avait 5 ou 6 qui étaient à demeure, se sont dit, il y avait déjà des bruits de danger par rapport, on était beau à la campagne, il y avait danger. Alors ils ont creusé un tunnel. Alors ce qui est amusant, je vous l'avais dit, c'est que ce tunnel, pour qu'il soit efficace, c'était très intelligent, je crois que c'est mon père vraiment qui avait inventé ça, ça sortait dans le jardin du voisin, et non pas chez nous. De ce fait, il était impossible aux Allemands d'imaginer que c'était chez les voisins dans le jardin que ces gens allaient sortir. Parce qu'ils avaient mis, il y avait quand même une escouade de 3 camions de soldats. Ils avaient mis des soldats à toutes les entrées, toutes les sorties, les grilles de jardin, partout, mais ils n'ont pas pensé évidemment d'aller chez les voisins. Et c'est comme ça que les hommes se sont échappés. Et mon père, avec un homme, ne pouvait pas aller dans le souterrain parce qu'il était trop étroit pour partir vite. Lui est parti par la maison, et c'est comme ça que le garçon a été tué par les Allemands, et mon père blessé, et il a pu s'en tirer. Voilà. Merci beaucoup, Vadim. Vraiment, quand on commençait à préparer cette soirée, on pensait à parler surtout, bien sûr, de Marina et de sa geste et de son exploit. Mais en parlant avec vous et avec Ramon, on a compris qu'il s'agissait de toute une famille héroïques. Parce que votre père, votre grand-mère, peut-être d'autres membres de votre maison, disons comme ça, oui, ont tous participé à cette guerre, à cette résistance, et ce sont des héros qui sont restés en vie pendant la guerre, mais qui ont fait aussi des gestes extraordinaires et mené une guerre à eux contre le nazisme pour la cause commune. Et ma dernière question pour clôturer cette soirée. À propos, je vous dis qu'il y a plus de 800 personnes qui nous suivent sur Facebook. Donc, notre audience est très intéressée par vos témoignages et pour cause, bien évidemment. Donc, pour terminer cette discussion, ma dernière question à Ramon, ce qui m'a frappé, étonné et ce que j'ai admiré quand j'ai commencé mes recherches sur Internet sur la personne de Marina Shafrov-Marotaev, j'ai découvert votre blog parce que vous êtes ancien fonctionnaire de la Commission européenne, vous êtes écrivain polygraphe, vous êtes blogueur. Vous faites votre blog, très intéressant, vous le faites en espagnol. Justement, je l'ai découvert en espagnol et en français aussi. Mais votre blog sur Marina, votre post sur Marina a été écrit en espagnol. Et moi, je me suis dit, c'est quand même extraordinaire qu'un Européen contemporain qui vit à la même époque que moi, un Espagnol, cherche et trouve des informations sur une femme russe périt en Belgique dans la guerre contre l'Allemagne nazie. Et il écrit ça début du XXIe siècle en espagnol sur son blog. On ne peut qu'applaudir votre effort. Et ma dernière question se concentre sur ça. Comment vous avez trouvé cette histoire de Marina Shafrov-Marotaev? Comment vous avez pu la découvrir? Pourquoi ça vous a intéressé? Parce que vraiment, c'est, à mon avis, absolument incroyable cet entretien et cet entrelacement culturel que cette grande guerre nous a laissé.
Et merci, merci Vera. Et j'avais dit au début de mon blog, et joué un petit peu, que j'étais un suédois d'adoption. J'ai vécu 15 années de ma vie et sont des années importantes avec mes enfants, ma femme, etc., à Bruxelles et en particulier à Excel. Et donc, je me promenais, j'étais toujours curieux de l'endroit où j'ai habité. J'ai habité plusieurs endroits, plusieurs pays. Mais alors, à Excel, j'ai échappé les matins pour chercher mon journal et je l'ai cherché près de la place du cimetière. Et c'est pour ça que je cherchais un banc tranquille, loin des bruits de la ville. Et je suis tombé directement sur le cimetière de la Première de la Deuxième Guerre mondiale et en particulier sur le cercle de martyrs où j'ai trouvé la mention et les tombeaux de Marina. Bon, il faut savoir que depuis des années, je me suis intéressé à la question philosophique autour de la guerre. Depuis les humanistes de la Renaissance. En Belgique, il y a des éléments très intéressants, mais ça me porterait un peu loin, sur les humanistes du XVIe siècle, Erasme de Rotterdam, Louis Vives. Et bon, Louis Vives était un juif, un enfant d'une famille de converses espagnols, converses entre guillemets, parce qu'il pratiquait un secret. Son père l'a envoyé à Paris pour échapper au danger de l'Inquisition espagnole à l'époque. Et alors, Louis Vives est devenu un philosophe important qui a écrit et qui était ami d'Erasme. Erasme a écrit beaucoup de sujets sur la guerre, assez modernes aujourd'hui. Je traduis du latin et je me suis intéressé depuis des années avant ces rencontres avec les cercles des martyrs et avec les textes sur la guerre d'Erasme de Rotterdam, que je recommande beaucoup aux gens. Bon, je les ai traduits en espagnol plusieurs des adages. Et je voudrais dire, il y avait un des adages d'Erasme qui est tout à fait fameux pour sa critique de la guerre, qui s'appelle Dulce bellum in expertis. La guerre est douce pour ceux qui n'ont pas expérimenté. Pour les inexperts de la guerre, et Badin l'expliquait très bien, qui n'ont pas connu la guerre semble une aventure guerrière, extraordinaire pour les gens. Et après, quand ils sont dans la guerre, ils commencent à changer la vie. Bon, toutes ces circonstances m'ont fait aller à chercher sur cette femme, parce qu'une femme décapitée à 40 ans, résistante, c'est assez dramatique. Je ne voulais pas résumer Marina Shafrov sur une question d'héroïsme, c'est une question comme un mythe. C'était, comme Marina expliquait bien, c'était une femme assez ordinaire, disons, assez aussi belle, c'est une mère de famille, etc. Mais bon, c'est là que j'ai commencé ma recherche. Je ne me rappelle pas comme ça, mais j'ai tous les dossiers en Espagne, je suis en Suède maintenant. Et là, j'ai trouvé Georges Maroutaeff et Mary Larda. Et au début, Georges m'a dit au téléphone, mais pourquoi vous vous intéressez? Il était un peu suspect, ce monsieur espagnol qui habite en Belgique vient me demander de l'histoire de Marina Shafrov. Et je lui ai dit, bon, je n'ai pas une raison. J'ai vu ça et je veux savoir plus. Et après, peut-être, je voudrais écrire sur cette histoire. Alors, ils m'ont accueilli. Ils m'ont fait confiance. Alors, la confiance a développé des entretiens que nous avons eus et j'ai commencé à les écouter. J'ai dit, un jour, je dois écrire sur ça. À l'époque, je n'avais pas un blog. Mais comme, bon, je l'expliquais, Yuri était décédé, je voudrais écrire quelque chose. Alors, j'avais un blog à l'époque. Alors, au 70e anniversaire de la mort de Marina, décapitée, je dis, c'est le moment où maintenant, ou jamais, je dois écrire quelque chose. Alors, j'ai envoyé à Mary Larda, à la BEF, l'information. Le 31 janvier, j'ai publié sur mon blog. Et c'est pour Julie que je l'ai fait. Voilà.
C'est comme ça un peu. Oui, d'accord, merci. Vraiment, non, les grands gestes, et ceux de Marina étaient vraiment un grand geste, et grande personne, et indéniablement, Marina Shafrov-Morotaev, c'est une grande personne, c'est un grand personnage de la Deuxième Guerre mondiale. On connaît bien l'exploit de Vicky Abalenskaya, aussi une réfugiée émigrée russe, une princesse décapitée aussi, elle, à Paris. Bon, elle a été décapitée aussi en Allemagne, mais elle est enterrée à Paris. Oui. Marina Shafrov-Morotaev, absolument, est digne d'être dans le panthéon des grands héros de la guerre et des grands martyrs de la guerre, je dirais. Et nous vous sommes très, très reconnaissants à vous, Ramon, à vous, Vadim, à toute la famille, à Isabelle Morotaev. Je peux ajouter quelque chose, très rapidement. Oui. Mon père, ma mère et toute ma famille maternelle et paternelle ont vécu la guerre civile espagnole. Donc, dans ma famille, ça a été présent. Et ils sont souffert. Bon, je pourrais expliquer beaucoup. Donc, peut-être que là-dedans, il y avait aussi quelque chose qui venait de plus loin. Excusez-moi. Donc, merci beaucoup, bien sûr, la guerre civile espagnole. Vous voyez, ce sont des sujets qui s'intermêlent, oui, qui évoquent l'un l'autre, et vraiment, les sujets sont inépuisables. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, merci pour votre témoignage, merci pour vos belles photos et pour vos commentaires. Merci à tout le monde qui a suivi notre soirée. Merci Monsieur Youssef Daini qui a fait son commentaire. Merci Monsieur Dmitri Borodin qui nous a suivis. Merci tout le monde et à bientôt parce que bien évidemment, nous allons organiser davantage de soirées consacrées à grandes personnalités de notre histoire commune, à nos héros et à tout ce qui est important pour nous dans l'histoire et cette histoire qui est importante pour la vie d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, restez en bonne santé et à bientôt. La dernière petite remarque, nous allons garder bien évidemment cette vidéo. Nous allons traduire ça en russe, en sous-titré. Et donc, ça va rester sur notre YouTube du Centre russe à Bruxelles. Et dans notre chat, je vous envoie un petit lien vers le site de notre centre où vous allez pouvoir consulter la vidéo aussi sous-titrée en russe dans un bref temps. Merci beaucoup. Bonne nuit.